Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 22e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Philippe Girard, qui signe un second album chez Casterman intitulé Super Canon, narrant l'étonnant récit du Canadien Gérald Bull. Philippe Girard, salut. Salut. Merci beaucoup de passer au micro pour une seconde fois. De rien. Ça me fait toujours plaisir. Mais bon, l'occasion était trop belle pour ne pas en profiter. Alors, tu as publié, et c'est paru en Europe, un nouvel album, le deuxième album aux éditions Casterman, intitulé Super Canon. Oui. Sorti prévu au Québec début du mois d'août. 3 août, exactement, oui. Tout d'abord, félicitations. Merci. C'est tout un album. Et je pense que les lectrices et lecteurs qui t'ont lu dans Leonard Cohen, je pense qu'ils vont, être étonnés de cette proposition-là, mais en même temps, je pense qu'ils vont sentir instinctivement qu'ils sont quand même dans un territoire un peu connu. Parce que bien que ces deux récits complètement différents, mais opposés complètement au spectre, aux opposés du spectre. Leonard Cohen, c'est la création, et Super Canon, c'est la destruction. Ouais. Mais au centre de ça, la pierre d'assise, c'est le rêve. Ouais. Et les deux hommes sont portés, en tout cas, par une inspiration, mais évidemment, deux destins complètement différents. Alors, j'aimerais tout d'abord que tu nous présente le sujet de cet album-là. Parce que, et là, je vais te faire une confidence. Gérald Bull, quand j'ai su que tu faisais un album sur lui, je me suis souvenu de Dossier Mystère. Est-ce que tu avais vu cette émission-là, animée par Jean Coutu? Ouais. Il y avait eu un épisode là-dessus. Ouais, ça se... Et moi, ça m'avait marqué jeune, parce que je me disais, un Canadien qui a été au cœur, qui a été dans les coulisses de la guerre, c'était avec un destin. En tout cas, en 20 minutes, là, on s'entend en 23 minutes. Là, top chrono, c'est sûr qu'on ne va pas en profondeur, mais il y avait là un destin assez étonnant. Donc, quand je suis embarqué dans l'album, moi, mon référent, c'était Jean Coutu. Donc, pas Jean, oui, c'est ça, l'acteur. Donc, évidemment, on partait de loin. Donc, parlons un peu de qui est Gérald Bull, le personnage central de ton récit. En fait, pour en parler correctement, il faut que je fasse un petit peu, que je revienne dans le temps. Il faut que j'explique déjà que quand j'ai eu fini l'album sur Leonard Cohen, moi déjà, mon rêve d'auteur de bande dessinée, c'était de publier un livre chez Casterman. Franchement, j'ai grandi avec Tintin, là, puis c'était réellement, je veux dire, c'était mon plus grand rêve d'auteur de bande dessinée, c'était de publier un livre chez Casterman. Quand j'ai eu fini Leonard Cohen, j'avais l'impression que ça avait été dur pour eux de travailler avec moi. Parce que j'étais à l'autre bout du monde. Parce que, oui, on parle la même langue, mais pas tout à fait la même langue non plus. Puis bon, on a beaucoup travaillé sur le livre. Puis je me disais que peut-être, finalement, j'avais pas été aussi... on va dire, en tout cas, de compagnie aussi agréable que j'aurais dû. En tout cas, j'avais un paquet d'impressions comme ça. Donc, je m'étais dit, bon, mais c'est une aventure qui est terminée, puis il faut passer à autre chose. J'ai fait le Starzec après, pour Nouvelle Adresse, qui est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé faire, puis qui m'a donné énormément de satisfaction sur le plan personnel. Et quand je l'ai eu fini, c'était quelque part autour du congé des fêtes, le lendemain, genre le 1er janvier ou le 2 janvier, j'ai reçu un mail de mon éditeur chez Casterman, Gaëtan Accuse, un gars fantastique, vraiment un gars extraordinaire qui me disait, en tant qu'éditeur, j'aimerais savoir quels sont tes futurs projets, j'aimerais qu'on retravaille ensemble. Et ça, c'est arrivé comme une agréable surprise pour moi, puis je l'avais tellement pas vu venir, je pensais tellement pas qu'ils avaient envie de retravailler avec moi que je savais pas quoi leur présenter comme projet. Donc j'ai commencé à chercher, j'ai creusé, j'ai envoyé toutes sortes de tentatives, et j'avais dit à l'éditeur, à Gaëtan Accuse, je te demande une chose, c'est que si jamais je te présente un projet qui ne fait pas l'affaire, je veux que tu me dises non sereinement, en sachant qu'on n'est pas moins bons amis. Et il l'a fait. Il a décliné 2 ou 3 projets. Il a refusé 2 ou 3 projets en me disant, Philippe, c'est pas ça qu'on veut. Cherche plus fort. Puis, à un moment donné, ils m'ont envoyé un scénario sur un autre scientifique. Puis je me suis dit,
OK. C'est vrai que c'était pas mal intéressant. C'était Alan Turing, un scénario sur Alan Turing. Il y avait déjà eu 2 livres sur lui, plus un film. Ah oui. J'avais l'impression qu'on avait bien dit ce qu'il y avait à dire autour d'Alan Turing, mais je comprenais quand même que... Donc, ça m'a ouvert les yeux sur la volonté de publier quelque chose qui allait dans une certaine direction. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver, moi, qui va dans ce sens-là? Et c'est là que j'ai pensé à Gérald Bull. J'ai pensé à lui parce que ça fait quand même cette année, 20 ans que l'Irak a été envahi par les États-Unis. Et Gérald Bull est au cœur de cette histoire-là, parce qu'à travers tous les prétextes fallacieux qu'on a mis de l'avant pour justifier l'invasion de l'Irak, il y avait la présence d'armes de destruction massive. Et dans ce temps-là, on parlait précisément du supercanon que Gérald Bull a construit. Donc, je m'étais dit à ce moment-là que j'avais suffisamment de temps pour faire le livre pour qu'il sorte à peu près dans les dates où on allait signer le 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak. Donc, c'est comme ça que ce projet-là a pris naissance. J'en ai parlé à l'éditeur, il m'a dit oui, c'est bon. Là, j'ai préparé un dossier, ils m'ont dit continue, j'ai fait le storyboard et on a emboîté le pas comme naturellement. Mais ça m'a ouvert les yeux sur une certaine réalité de l'édition en Europe qui est celle de se rattacher à l'actualité, aux préoccupations du moment, etc., etc., etc. Pour moi, il y avait une conjonction de facteurs dans ce projet-là qui cochait toutes les cases là, par rapport au désir de l'éditeur. Puis, c'est ça. C'est comme ça que le projet est né, finalement. Et à quel moment, là, à partir de l'instant où tu dis, bon, tu t'entends avec l'éditeur, l'album racontera en tout cas, une portion de la vie de Gérald Bull. Ouais. C'est un personnage, si on l'approche de manière superficielle, qui est un peu difficile à aimer. Oui. Parce que, il est animé d'un désir, hein, c'est de construire un super canon, dans un premier temps, pour envoyer... Des satellites dans l'espace. Des satellites dans l'espace. Ouais, c'est ça. C'est pas un marchand d'armes au début de sa carrière. C'est un rêveur, c'est ça. C'est ça qui m'intéressait, moi, en fait. Parce que la vie de Gérald Bull, si on la lit de façon journalistique ou de façon, j'ai envie de dire, objective, c'est le parcours d'un gars qui joue à un jeu très dangereux. C'est un gars qui fabrique des armes. Mm-hmm. Après ça, comment peut-on fabriquer des armes en étant assez naïf pour croire que l'industrie de l'armement ne voudra pas récupérer ça? C'est impossible, je veux dire. Mais aussi paradoxal que ça puisse avoir l'air, Gérald Bull était un humaniste qui était animé par de nobles intentions derrière la création de ces super canons. Et on parle de canons longs comme une piscine olympique ici, là. Très gros canons. Et il a été à ce point convaincu de la pertinence de son rêve, et il était à ce point animé de bonnes intentions pour continuer à travailler sur son rêve en sachant que... en sachant, je ne sais pas, mais en tout cas, en dépit de beaucoup d'embûches et de beaucoup de mauvais coups du destin. C'est un homme qui a été manipulé très tôt dans son parcours et qui était tellement content de voir son rêve se réaliser qu'il a continué. Après beaucoup de déconvenues, la prison, etc., il continuait. Pour moi, ça, quelqu'un qui croit dans son rêve et qui se bat jusqu'à la mort pour son rêve, c'est quelque chose qui mérite d'être raconté. Et c'est la porte d'entrée de ce récit. Exactement, oui. Parce qu'évidemment, et tu ne l'as pas fait avec Cohen, c'est-à-dire de présenter un biopic sans saveur, sans relief, comme il s'en fait beaucoup en bande dessinée. Et c'est normal, vu la production annuelle mondiale, c'est normal. Mais comme dans Cohen, tu entres à la fois par le rêve, mais évidemment par la mort. Et ça, ça aussi, c'est une pierre d'assise de ton œuvre. Oui, exact. C'est vrai que depuis, je l'ai répété souvent, mais depuis que mon ami Guillaume est mort, là, il y a une quinzaine d'années, la mort est entrée dans mon imaginaire et elle n'en est jamais sortie. Finalement, c'est peut-être le plus grand moteur, le plus grand élément de motivation dans mon travail d'auteur, c'est d'aborder la question de la mort. C'est réellement quelque chose, c'est réellement un rouage très, très puissant dans mon imaginaire d'auteur, ça. Et je pensais que ça durerait quelques temps. Là, dès que mon ami Guillaume est mort, là, j'ai commencé à travailler sur Les Ravins en pensant que cette histoire de la mort-là, j'allais comme la purger de mon imaginaire en faisant un livre. Et finalement, je suis obligé de constater que depuis ce temps-là, c'est un thème qui est omniprésent dans tous les livres que j'ai faits après ça et je présume dans tous ceux que je vais continuer à faire.
C'est réellement un rouage qui donne beaucoup, beaucoup d'énergie à mon moteur créatif. Ben d'ailleurs, et ça je l'ai déjà dit, que ce soit à ce micro ou dans des écrits te concernant, pour moi, Les Ravins, publié en 2008 aux éditions Mécanique Générale, pour moi, c'est une étape. C'est vrai. Il y a un avant puis un après. Oui, tout à fait. Mais évidemment, pour en revenir à cette idée-là, il y avait pour moi, il me semble y avoir plusieurs écueils quand on approche un sujet comme ça. Parce qu'on peut tomber dans l'aspect spectaculaire, dans l'aspect espion, dans la... Et d'aborder ça de manière superficielle. En même temps, la superficialité, elle est normale parce que c'est un homme dont on connaît, somme toute, peu de choses. Oui, c'est vrai. Et ton travail dans cet album-là, ça a été de l'humaniser et d'utiliser le réalisme magique, entre autres, avec la présence de Jules Verne, qui est une source d'inspiration, mais qui est aussi un vis-à-vis. Ouais. Et qui est même, je dirais même, un maître de conscience, en quelque part. Est-ce que ça a été dur pour toi, justement, d'en arriver à le rendre humain, à faire en sorte que la lectrice, le lecteur ont... je sais pas, moi j'ai pas lu de critiques depuis la sortie en Europe. J'ai aucune idée, je l'ai pas lu. Moi, en tout cas, il m'apparaît clair que une des grandes réussites de cet album-là, c'est le fait que justement on s'attache au personnage et qu'on comprend et qu'on sympathise. Mais tu vois, la vie de Gérald Bull, la vie, j'ai envie de dire, documentée de Gérald Bull, elle tient en 15 pages. Dans le sens que c'est un homme qui était ultra brillant, qui est le plus jeune doctorant de l'histoire du Canada, etc. Oui. Ça, c'est facile à raconter. C'est une super tête qui tripait sur des canons, qui voulait construire des grands canons. En soi, ça, c'est pas une histoire qui vient... je veux dire, c'est bien que le lecteur s'attache au personnage, mais moi, personnellement, qui travaille sur ce livre-là, mettons, pendant 2 ans, il faut aussi que je l'aime, mon personnage, ou en tout cas, que je me sente proche d'un personnage qui est vrai. Autrement, j'ai de la misère à avancer puis à pousser le récit jusqu'à sa fin. Donc, ça, c'est une chose. L'autre truc, c'est que je trouvais que ce qui était intéressant chez Gérald Bull, c'était de voir à quel point il a été détourné de son rêve par une industrie qui avait de grands intérêts dans son travail et que malgré tout, il a continué. Et ça, pour moi, c'est devenu comme une tension. On dit souvent ça, que la tension, c'est celle qui existe entre la corde et l'arc. C'est ce qui fait que la flèche finit par partir. Moi, je l'ai vu comme ça, j'ai envie de dire la dichotomie qui existe dans ce personnage-là. Et bon, est-ce que ça a été dur? Ça n'a pas été dur. J'ai rapidement aimé mon personnage. Je l'ai aimé vite, mon personnage. Et il y a des gens autour de moi qui ont connu Gérald Bull, qui m'ont dit que c'était un gars super intéressant. C'était un homme bon. Et chaleureux, semble-t-il. C'est ça, et que c'était réellement quelqu'un de bon. Et c'est quelque chose qui est apparu... en tout cas, c'est quelque chose qui s'est imprimé dans mon imaginaire assez tôt dans le processus de création. J'ai raconté l'histoire d'un homme bon qui créait des armes. Et ça, c'est un paradoxe quand même assez puissant, mais qui, encore une fois, dans le contexte de la création d'un récit, qui vient créer une tension suffisamment forte pour propulser le récit jusqu'à sa fin. Et j'ai envie de dire que cet aspect-là a été relativement facile. Ce qui a été dur dans ce livre-là, c'est qu'à un moment donné, la guerre en Ukraine est apparue. Et moi, c'est le moment où je dessinais les pages de destruction et d'explosion, des doubles pages dans ça, où on voit des villes qui sont démolies puis des gens qui meurent. Je dessinais précisément ces pages-là à ce moment-là et j'en ai perdu le sommeil. Et je suis tombé dans un état presque de dépression extrêmement fort. À ce moment-là, je me sentais dans la guerre à tout point de vue et c'est devenu extrêmement dur sur ma vie personnelle. Ça a provoqué ça a provoqué un désastre dans ma vie personnelle, ça. Et ça a été extrêmement difficile pour moi de pas arrêter le livre à ce moment-là.
ça a été très, très, très difficile. Parce que, contrairement à Leonard Cohen, qui était un homme qui avait vécu des choses difficiles, mais qui se relevait, qui rebondissait, tu sais, raconter la poésie, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, là. Mais là, raconter la mort, alors qu'on en parlait à pleine page dans les journaux puis dans les bulletins de télévision, c'est devenu vraiment dur, là. Puis, dur au point où j'ai écrit à l'éditeur à un moment donné pour lui dire « Écoute, je dors plus, là. » Puis, c'est ça, là. Ça a été atroce, là. Je veux dire, j'ai payé cher pour ça, là. Ce qui est terrible, c'est que la mort, elle est inéluctable du moment où il embarque dans cette entreprise-là. C'est ça, oui. Et malgré le fait que c'est un être éminemment intelligent, il était en partie conscient de ce qui l'attendait au bout. Je pense qu'il le savait, oui. En tout cas, mettons, quand il était jeune, quand il était un jeune adulte, même un peu avant ça, je pense qu'il était fermement accroché à son rêve, puis il se voyait réellement créer des canons pour envoyer des satellites. Mais assez tôt dans le processus, là, surtout quand il a eu gradué, qu'il a été embauché, etc., l'armée était tout le temps autour de lui, là. C'est tout le temps l'armée qui finançait ses projets, c'est tout le temps et pas juste l'armée canadienne, là, je veux dire, il y a eu les Américains se sont intéressés à ses inventions rapidement, donc je pense qu'à un moment donné, soit il a fait de l'aveuglement volontaire, soit il a été très naïf. Mais dans un cas comme dans l'autre, pour quelqu'un qui raconte une histoire, pour un auteur, ça en fait un personnage toujours très intéressant. Il y a toujours quelque chose d'extrêmement puissant du point de vue narratif à raconter la naïveté de quelqu'un qui est en train de se faire rouler, là. Oui, parce que l'album pose la question suivante. Jusqu'où sommes-nous prêts pour réaliser un rêve? Exact. Lui, il était prêt à aller jusqu'à la mort. Puis, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il était prêt à mourir immédiatement, là. Mais je pense qu'à un moment donné, surtout qu'il passe par la prison, etc., il y a des périodes de désenchantement très puissantes et il connaît des déconvenues atroces, là. Je veux dire, il perd tout à un moment donné. Donc, sans doute qu'il est arrivé à un point où il s'est dit « c'est moi contre eux ». C'est un combat, c'est un album de combat de ce point de vue-là, parce que moi, j'ai combattu contre mes propres... contre les déconvenus qui s'abattaient sur moi, puis en racontant les déconvenus d'un homme qui est obligé de se relever aussi, puis de continuer à avancer alors qu'il était la face dans la poussière, là. Et ça, réellement, c'est la principale différence, en fait, avec Leonard Cohen, parce que dans Leonard Cohen, il y avait tout le temps la poésie qui le ramenait comme du côté ensoleillé de l'existence, même si sa poésie n'était pas toujours drôle, là. Il en demeure pas moins qu'il utilisait ça, lui, pour se relever. Gérald Boulle, à un moment donné, ce qui l'a fait se relever, c'est ce qu'il y avait dans les tripes, là. C'est le désir de prouver à tout le monde que c'est lui qui avait raison, puis que c'est lui qui était le génie. C'est une autre énergie que Leonard Cohen. Mais quand tu parlais de ces périodes où tu dessinais la guerre et où émotivement c'était très très chargé, je pense que c'est une des très grandes réussites de cet album-là, c'est la sensibilité qui s'en dégage et on ne s'attend pas à ça quand on embarque dans l'album, dans la mesure où, quand on connaît quelques grandes lignes du personnage, on s'attend pas à ce que ça nous frappe comme ça. Et j'ai trouvé que le pari était très audacieux et tu l'as réussi haut la main, ce pari-là. Merci. Et du point de vue scénaristique, c'est très, très serré. Au niveau du rythme, c'est un travail pour moi qui est exemplaire. Parce que quand on entre dans ce livre-là, on est incapable d'en sortir. Pourtant, il y a des balises où on peut sortir et on peut se dire « Ok, je repose le livre », mais en fait, on embarque dans cette espèce de récit-là, puis ça nous prend... ça nous touche parce que ça nous confronte à nos propres rêves, à nos propres aspirations. Et on sait comment ça va se conclure, on connaît la fin. Et donc, et c'est ça qui est étonnant, c'est ta manière de raconter ça avec un ressenti, mais aussi avec une très très grande maîtrise du médium et de ses mécanismes. Donc, au niveau du découpage, au niveau du rythme, c'est à la fois très serré, très dense, et tu nous offres des morceaux, des doubles pages, des moments graphiques de grand, grand bonheur, d'une très grande poésie pour équilibrer ça, d'une très, très grande beauté. Et on en a parlé hors micro, mais
quand je t'ai relu une deuxième fois, je suis allé chercher du Will Eisner dans ma bibliothèque. Je suis allé chercher du Jack Kirby. Pour moi, le premier numéro des Fantastic Four, en le relisant, je me suis dit, pourquoi je pense à ça? Je suis allé chercher le truc dans... J'ai pas le premier numéro en... Original? Non, sinon je serais millionnaire. Mais je suis allé chercher l'album, puis... et j'ai trouvé ça fabuleux, parce que c'est à la fois ancré dans le réel, ton récit, mais il y a un aspect onirique, fantastique, fantasmagorique. Et la séquence de Will Eisner, c'est The Spirit, à la fin de l'album. Mais tout au long, tu ponctues ton album de double pages qui... et c'est pas des doubles pages pour faire mignon, puis pour dire, regardez, ce que je me déploie graphiquement, regardez. C'est pas de l'esbrouffe, là. C'est des points d'orgue dans ton récit, et c'est des moments qui sont importants. Ouais. Parce que ça nous permet ça permet à l'émotion, ça permet à l'aspect intuitif du lecteur, de la lectrice aussi, de se raccrocher ou de respirer. J'étais très étonné, je te sais capable de ça, mais je trouve que c'était très audacieux comme pari. Mais tu vois, les doubles pages n'étaient pas prévues dans le storyboard que j'avais fait au départ. La seule double page que j'avais, c'était celle où on voit le grand canon dans le désert. Et puis, en cours de route, l'éditeur, qui est réellement quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance, et quelqu'un qui a suffisamment confiance en moi aussi pour me dire, quand ça ne fonctionne pas, Philippe, un instant, il faut qu'on réfléchisse. Puis à un moment donné, c'est ça, on était rendu assez loin dans le livre, puis il m'a dit, on va revenir en arrière un petit peu, puis ici, on a besoin d'espace, on a besoin de souffler, on a besoin de réfléchir, on a besoin de voir des choses. Et là, tout à coup, j'ai envie de dire, ce réflexe de double page est apparu. Et c'est ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Je dois dire que j'ai un dessin tellement minimal que c'est pas nécessairement quelque chose qui vient spontanément pour moi de faire des doubles pages. Je me sens plus à l'aise dans des petites cases que dans des grandes cases. Avec mon style de dessin de dessinateur scout belge catholique des années 50, j'ai toujours l'impression que quand je m'étends trop, que je rends pas service au récit. Et puis, c'est ça. C'est quelque chose qui est venu tard dans le processus. Puis, à partir du moment où on s'est donné le droit de faire ça dans le livre, l'éditeur et moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui est venu me chercher, qui est venu rechercher l'envie que j'avais de poursuivre le livre. Là. C'est, notamment après les pages où il était question de destruction puis où la guerre en Ukraine commençait. Là, j'avais besoin de quelque chose pour avoir le goût de continuer le livre. Et ces doubles pages-là sont venues comme redonner de l'énergie au récit. Et puis, c'est ça, c'est vraiment quelque chose... moi-même, finalement, en cours de route, j'ai découvert de quoi il était question dans mon livre, notamment grâce à ça. C'est comme si, évidemment, je me doutais bien là, que j'allais parler de rêve, puis bon, tout ça, mais il y a un aspect... le livre s'est révélé à moi. Le livre m'a parlé de ce qu'il voulait, de sa propre volonté, à travers ces doubles pages-là. Parce que c'est des jalons dans le récit. Ouais. Et parce que le rapport à la temporalité du récit, ça te permet, dans une double page, de raconter beaucoup, de traverser le fil du temps sans parler, avec seulement quelques éléments. Mais au-delà de ça, c'est qu'elles sont fichtrement belles. Merci. Au-delà de ça, évidemment... La séquence de la mort à la fin de l'album de Boule... Je l'avais pas prévu dans le storyboard. Ça, vraiment, ça finissait pas comme ça. Ah non? Non. C'est encore une fois... c'est la magie. Mon éditeur, Gaëtan Accuse, parle de la maïeutique. Donc, qui est la science, ou on veut dire la science, en tout cas, qui est la capacité de l'éditeur d'amener l'auteur à accoucher de son livre, du meilleur livre possible. Ça fait référence à l'accouchement de l'esprit, finalement. Et ouais, c'est quelque chose qui s'est révélé à moi en cours de route. C'est quelque chose qui est venu, qui est apparu dans le processus créatif, parce qu'il y a ce lien de confiance-là qui est très fort entre nous. Bon, là, tu m'ouvres une porte, alors on va y aller. Le travail d'un éditeur.
évidemment, là, c'est un second album paru chez Casterman. C'est un éditeur bien implanté, avons-nous besoin de le rappeler. Ouais. Donc là, ça fait 2 albums où tu es accompagné d'un éditeur, mais accompagné de manière très, très sérieuse et soutenue. Là. Ouais, à toutes les semaines. Ouais. On se parle à toutes les semaines. J'envoie des planches à toutes les semaines. Il me répond normalement le lendemain ou le surlendemain. Puis, ouais, c'est un dialogue. C'est vraiment un dialogue écrit. Là. Mais, et on se parle aussi souvent quand c'est nécessaire. On va se faire une petite rencontre sur Zoom. Là, puis, mais oui, c'est de l'accompagnement. Pour moi, le travail de l'éditeur, c'est réellement ça. C'est un travail de... C'est comme... j'ai envie de dire, ça se compare au travail de la sage-femme, finalement. C'est juste qu'il m'aide il accouche mon esprit. Parce que le seul ego qui compte dans ce processus-là, c'est l'ego du livre. Le mien, c'est pas important. On s'assoit, il me dit, écoute Philippe, on a fait du beau travail sur le livre précédent, on s'est donné une tape sur l'épaule, puis après ça, on met ça de côté. Là. Tout le monde laisse ses médailles, ses trophées de guerre, ses décorations militaires, etc., au vestiaire. Et là, on s'assoit un en face de l'autre comme 2 personnes qui se parlent d'égal à égal. Il n'y a personne qui est en admiration devant l'autre. Et tout le monde a suffisamment confiance à la personne en face pour engager une conversation au sujet du livre sur une base hebdomadaire qui est uniquement là pour permettre au livre de s'exprimer tel que lui veut le faire. Et la volonté du livre, c'est la chose la plus importante dans ce processus-là. Et pour moi, ce processus-là, c'est ce qui est le plus précieux dans la création du livre. Moi, je ne suis pas prêt à faire un livre où il n'y a pas cette affaire-là. Parce que comme auteur, comme artiste, nécessairement, ça t'amène ailleurs. Mais surtout, c'est que ça me donne le sentiment d'avoir été suffisamment à l'écoute de ce que veut le livre pour lui donner la forme que lui souhaite avoir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris qui n'était pas clair dans mon esprit quand j'ai commencé dans le milieu du livre. C'est quelque chose qui m'est apparu assez tard dans le processus, mais qu'aujourd'hui, que je chéris aujourd'hui, ouais. C'est quelque chose de très précieux pour moi. Oui, mais Philippe, tu as débuté ta carrière dans le fanzina et par la suite, tu as cofondé Mécanique Générale, qui était une structure qui s'articulait autour du désir de 6 auteurs d'être publiés. Ouais. Donc, évidemment, il n'y avait pas, à proprement parler au point de départ, d'éditeurs qui avaient un pas de recul. Mais c'est pas tellement le pas de recul comme la confiance. C'est quelque chose de mystérieux, la confiance, parce qu'évidemment, ça se gagne, mais ça se perd aussi. Donc, à toutes les fois qu'on mise sur la confiance dans une relation, quelle qu'elle soit, on prend le risque de la perdre. Parce qu'il y a des choses qui doivent être dites, qui peuvent heurter des sensibilités et qui vont faire que la personne en face va se retirer de la relation. Donc, la confiance, quand elle est là, c'est quelque chose aussi qui peut partir. Et j'apprécie ma relation avec mon éditeur chez Casterman pour ça, parce qu'il a suffisamment confiance en moi pour me dire les choses qui pourraient me déranger, mais qui font que le livre, lui, va être content. Et c'est ça que je recherche. Et il faut peut-être avoir vécu le processus pour comprendre à quel point c'est quelque chose d'important dans le processus de création d'un livre, mais en même temps quelque chose peut-être insécurisant, ou en tout cas, on met tout en péril finalement en faisant ça. Mais je persiste à croire, moi, que dans le processus de création d'un livre, le seul ego qui compte, c'est l'ego du livre. Et il faut être prêt à tout faire pour respecter l'ego du livre. Et c'est... En tout cas, je pense que c'est la grande leçon que je retiens des 2 livres que je viens de faire chez Casterman, là. Celui sur Leonard Cohen et celui-là. C'est quand même fou parce que pour moi, la finale m'est apparue comme un élément très gérardien. Ah oui? Alors que là, tu m'apprends qu'en fait, au point de départ, il n'était pas dans le storyboard. Oh. Alors, c'est fou. Donc, c'est là qu'on voit à quel point la relation, elle est si serrée, particulière entre un éditeur et un auteur. Parce que c'est donc dire que ton éditeur savait
sentais que tu avais ça en toi. Probablement, oui. Ou probablement que c'est apparu en cours de route. Il y a eu un déclencheur, en tout cas. Oui. Ma finale, finalement, c'était la finale où simplement on voit les tueurs qui rentrent chez Gérald Bull et qui l'attendent dans le corridor pour lui tirer une balle dans la tête. Mais à un moment donné, on discutait de la finale, puis l'éditeur m'a dit, tu sais, Philippe, c'est pas ça que ça prend. Il m'a dit déjà, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a plus qu'un tueur. Ça sert à rien. Tu vas nulle part avec ça. Puis moi, je lui disais, oui, mais dans quel film, ou dans quel livre, ou dans quelle bande dessinée as-tu vu plusieurs tueurs abattre un homme au même moment? Je ne l'ai jamais vu, moi. Il me semblait que c'était à ce point original que ça valait la peine de mettre en place cette scène-là. Il m'a dit non, parce qu'en réalité, il y a une seule balle qui le tue. Peu importe combien on en met, parce que Gérald Bull est mort de plusieurs balles dans la tête et plusieurs balles dans le dos. Et là, à ce moment-là, quand il m'a eu dit ça, je me suis dit, c'est vrai, c'est quand même que je ferais rentrer 3, 4, 5 tueurs chez lui au même moment. C'est pas ça qu'on veut savoir. Et donc, j'ai réfléchi, et ce soir-là, il y avait une conférence de Michel Giguère à la Maison de la littérature sur la bande dessinée. Je ne me rappelle plus sur quel sujet, en tout cas, puis je me suis pointé là, j'étais pas attentif à la conférence. J'arrêtais pas de réfléchir à mon problème. Puis quand je suis revenu chez moi le soir en autobus, je me rappelle, il neigeait, en tout cas, il pleuvait, je sais plus trop, mais en tout cas, il faisait froid, j'étais sur le coin de la rue là, à attendre l'autobus, là, puis je voyais les intempéries tomber là, à travers la lueur des lampadaires. Et je me suis retrouvé dans la peau d'un tueur qui attend que sa cible arrive et qui est obligé comme de poireauter là, dans les intempéries le temps que sa cible arrive. Et je me suis vu comme ça marcher, à partir du moment où la cible arrive, marcher dans l'histoire pour aller le tuer. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'un personnage, donc c'est ça qui, une fois qu'il est mort, continue à vivre dans l'histoire. J'ai envie de dire dans l'histoire au sens le plus propre du mot, dans les mots, dans les... et c'est ça, il s'est passé quelque chose ce soir-là. En tout cas, il s'est passé quelque chose ce soir-là. Le fait d'attendre comme ça l'autobus là, dans les intempéries, ça m'a ramené, ça m'a fait vivre jusqu'à un certain point. Là. La réalité, je pense aux chasseurs là, qui sont chasseurs au canard, qui sont installés dans les rivières glacées avec leur carabine dans les mains, puis qui claquent des dents, puis qui ont froid, puis qui attendent que les canards lèvent. Je me suis dit, ben c'est la même affaire, sauf que ton canard, c'est un être humain. Puis c'est ça, il s'est passé de quoi dans mon imaginaire, en fait, à ce moment-là. C'est qu'en fait, il y a quelque chose de profondément anti-spectaculaire, voire banal, dans le fait d'attendre sa proie. On est à des années-lumière du James Bond spectaculaire ou du Tom Cruise qui saute en bas d'un avion. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Il y a quelque chose, on est sur le plancher des vaches et puis... Ben, c'est l'exécution d'un travail un peu... ça tombe presque sous le coup du réflexe, finalement. Je pense que pour le tueur a un job à effectuer, puis c'est ça, il attend, puis quand le gars arrive, il tire dessus, puis il rentre chez lui. Là. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est presque mécanique comme travail. Mais raconter ça, c'est beaucoup moins intéressant pour le lecteur que d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le récit après la mort du personnage. Puis, en tout cas, bref, c'est ça. Là. C'est, encore une fois, je parlais de maïeutique tantôt. Je pense que la maïeutique, et c'est là où l'éditeur devient quelqu'un de super important, là, c'est de trouver les moyens pour que l'auteur, ou l'autrice, évidemment, là, trouve à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même ce qu'il faut pour rendre le récit le plus proche possible de ce que souhaite le livre. Et j'en reviens tout le temps avec ça. Le seul ego qui compte, c'est l'ego du livre. Et le livre voulait une finale différente de celle que j'avais prévue dans mon storyboard. Et c'est là où, il s'est passé une série d'événements puis de trucs que j'avais pas prévus qui m'ont poussé à aller là, mais l'éditeur a eu un travail important à faire là-dedans. C'est fou parce que je t'écoute parler de ce travail-là et puis je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec mon métier premier qui est celui d'acteur. Et pour moi, l'éditeur, c'est le metteur en scène. C'est-à-dire que c'est la personne qui a le matériau brut, qui est le texte. Il y a les interprètes et il y a toute l'équipe de conception. Et lui, il est animé d'une vision et il doit amener tout le monde dans ce chemin-là. Il est impliqué dans le projet, mais il a un certain recul que les autres artisans n'ont pas. Et on ne sera jamais aussi bon que lorsqu'on est dirigé.
En tout cas, je ne le sais pas, parce que peut-être qu'à un moment donné, on arrive à un point où on est capable d'imaginer... En fait, sans vouloir dire que je peux me passer d'un éditeur, là, parce que c'est pas du tout le cas, là, mais peut-être qu'on arrive à un point, à un moment donné, où on est capable de s'imaginer ce que va dire l'éditeur par rapport au travail. Et moi, c'est drôle parce que, bon, évidemment, mon éditeur et moi, on n'est pas dans le même fuseau horaire, etc. Donc, des fois, je me lève le matin, il m'a envoyé des commentaires, puis j'ai l'impression qu'il ne comprend pas ce que j'ai voulu lui dire. Puis là, ben, j'aimerais pouvoir lui parler, j'aimerais lui dire, écoute, tu comprends pas ce que je veux dire, mais des fois, je me dis, non, Philippe, c'est toi qui comprends pas. Et généralement, j'embarque dans mes espadrilles, je pars courir dans ce temps-là. Et là, je marche, je cours à peu près 500 mètres en avant de chez moi. Et avant d'être rendu au premier coin de rue, je l'entends dans ma tête qui me dit, d'accord, Philippe, mais comment peux-tu mieux le faire? Et c'est là que le travail commence. Là, je tourne le deuxième coin de rue, puis je continue à courir. Puis là, je réfléchis à ce que j'ai fait, puis à ce qu'il m'a dit, puis je me demande, comment est-ce que je peux mieux le faire? Et là, il y a un dialogue imaginaire qui se crée dans ma tête entre lui et moi. Et généralement, j'ai fini ma petite séquence de course avec une solution. Mais je pense, pour en revenir à ce que tu dis, que ça fait partie de la direction littéraire jusqu'à un certain point. Et moi, je pense aussi que, en tout cas, en ce qui concerne ma propre personnalité, c'est la meilleure façon de procéder. J'ai l'impression que le risque, c'est que lorsqu'on œuvre dans un milieu depuis tant d'années, et c'est ton cas depuis plus de 25 ans déjà maintenant. Ouais. Alors, évidemment, on développe des réflexes. Mm-hmm. Et on trouve aussi des raccourcis. Ouais. Et c'est humain de vouloir... et c'est rassurant de vouloir emprunter les mêmes raccourcis parce qu'on se dit, là, on a déblayé le chemin, on serait fou de ne pas l'emprunter. C'est vrai. Et c'est ça que je trouve fabuleux. C'est de voir des auteurs, des autrices comme ça qui, 100 fois sur le métier, ils reviennent. Parce qu'il y a toujours quelque chose à se sortir du ventre. Et pour moi, la finale de ton album, c'en est la preuve. Pour moi, ça m'apparaît clair qu'il restait ça. Et ça, c'est pas banal. Et quand on termine l'album et qu'on le relit, la seconde lecture, elle est colorée, elle est teintée de ça. Et ça nous permet de voir une autre dimension à ton récit. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je commence un livre, j'essaye de faire table rase sur la méthode précédente. Évidemment, je dessine comme je dessine, puis moi aussi, j'ai des réflexes, puis des tics, puis etc. Puis bon, j'essaye autant que possible de ne pas m'assujettir à ça, mais sans doute que ça m'arrive quand même. Mais l'éditeur, lui, m'aide à rester le plus loin possible, j'ai envie de dire, de mes mauvais réflexes, et de me réinventer autant que possible, là, dans la mesure de mes capacités, de livre en livre. Après ça, c'est ça. Je dessine comme je dessine, mais bon, j'essaie de changer de palette de couleurs, parfois de type de crayon, de structure narrative, etc. Là. Mais bien sûr que... Et en plus, l'autre truc qu'il faut dire, c'est que c'est ça. Moi, je suis un homme de plus de 50 ans, donc j'arrive à une étape de ma vie où je suis en combat contre moi-même dans le désir de recommencer puis de me réinventer. Je veux dire, j'ai la vraie motivation, j'ai le désir profond, sincère de sortir de mes habitudes narratives puis de bouleverser ma méthode autant que possible. Mais ça implique que les choses sont très stables autour de moi, dans ma maison, dans ma vie, etc. Donc, je suis toujours à la même table, avec la même lampe, etc. Là, je veux dire, il y a quelque chose qui reste stable autour de moi, mais pour pouvoir provoquer l'instabilité et le renouvellement dont j'ai besoin dans mon imaginaire et dans ma manière de raconter. Et ça, c'est pas si... je pense que si j'avais 25 ans, ça serait plus facile. Parce que j'arrive à un point dans ma vie où les choses sont plus... je veux dire, je pense qu'un homme de 50 ans, dans sa vie en général, à tous les points de vue, là, a quelque chose de plus assis, quelque chose de plus affirmé. Donc, il faut être capable de lutter contre ça aussi pour se réinventer. C'est pas si facile. Mais oui, sauf qu'à 25 ans, on n'a pas la maturité de le faire. Non, mais on a la capacité de tout jeter par-dessus bord puis de recommencer peut-être plus facilement. Oui, parce que ça, c'est l'énergie de la jeunesse, c'est le désir, c'est l'appétit. C'est ça. D'ailleurs, quand j'ai pas pu m'empêcher, Philippe, en lisant ton album,
à me remémorer tes albums précédents et à constater le chemin parcouru. Moi, je t'ai découvert dans Tabasco, le fanzine que tu faisais avec Éric Asselin. Ouais. On parle de 97, 98 dans ces eaux-là. Et c'est sûr qu'il y avait une énergie, puis je te cacherai pas, je suis allé en relire des Tabasco. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire ça. Je trouve qu'il y a une telle énergie là-dedans, une désinvolture propre à la jeunesse. C'était beaucoup l'énergie d'Éric, par exemple, il faut le dire. Là, c'est lui qui drivait cette affaire-là, puis son énergie était très contagieuse. Je veux dire, c'était incroyable, là. C'était incroyable. Il motivait tout le monde, là, je veux dire. Je suis très, très redevable, d'ailleurs, à son influence. Je comprenais mal ce qui était le cas de la bande dessinée à ce moment-là, puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments du puzzle qui sont mis en place dans mon esprit en faisant Tabasco, puis en voyant comment lui procédait. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Là. Parce que lui, il faut le dire, là, Éric, déjà à l'époque, il travaillait sous 5-6 pseudonymes différents. Exactement, c'est ça. Alors, il multipliait les techniques, les approches graphiques. C'est vraiment un virtuose. Puis je veux dire, à ce moment-là, je savais qu'il était bon, là, parce que je le connaissais, mais j'ai comme vu l'étendue de son talent comme se déployer, le numéro après numéro sous mes yeux, puis ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à la bande dessinée. Et moi, je sais que ça se peut pas, là. Parce qu'il y avait différents formats. Chaque Tabasco avait un format différent, mais je peux pas concevoir qu'on est en train de parler de quelque chose qu'une centaine de personnes ont lu tout au plus. Peut-être un peu plus, parce que les derniers numéros, il me semble, on les imprimait quand même à plus de 100 copies, oui, okay. Mais c'est pas tant de monde que ça quand même. C'est vrai parce que moi, je venais à Québec. Hein. Ouais. Je prenais ma voiture, parce que des fois, Yves, chez Fichtre, il n'arrivait pas toujours à les avoir à temps, ou des fois, j'avais peur d'en rater un. Alors moi, je prenais la voiture. Écoute, fallait vraiment être motivé, là. Pour un fanzine qui coûtait une pièce, là. Bon, en même temps, je venais voir des amis, prenais un verre, tout ça, mais la pulsion était là. Et j'aimerais donc qu'il existe ou qu'il soit produit quelque chose peut-être en format virtuel, de tangible. Ouais. Ah non. Non, ça peut pas être virtuel parce que... mais elle est là la difficulté vu les différents formats. Mais pour moi, Tabasco, c'est quelque chose qui est physique d'abord et avant tout. Ouais, c'est sûr. Et je sais pas comment ça pourrait se matérialiser, mais je pense que la bande dessinée québécoise, là où elle est aujourd'hui, devrait en fait se permettre de rééditer ce matériau-là. Parce que c'est le témoignage d'une époque, c'est aussi de voir c'est aussi de voir Éric, de voir toi, à leur tout début. Je sais qu'Éric avait déjà publié... Éric était déjà très aguerri à ce moment-là. Oui. Mais c'est ça. Et c'est fou parce que c'est difficile de croire quand on lit Tabasco et qu'on te lit dans Tabasco qu'on en arrive à Super Canon. Ouais. Mais encore une fois, s'il y a une chose qui existait déjà dans mon imaginaire à l'époque de Tabasco, c'était la volonté de faire table rase au projet suivant. Donc, je maîtrisais mal les codes, etc. À ce moment-là, je faisais de l'illustration puis de la peinture aussi, donc je n'étais pas habitué de travailler petit. Je n'étais pas habitué de dessiner sur des petits formats. Parce que Tabasco, c'était ça, on dessinait sur des feuilles 8,5-11. C'était pas question de faire des originaux là, de 24 par 36. Là. Donc, il a fallu que je change ma manière de dessiner, puis on sent le tâtonnement. On sent là, que je suis pas à l'aise dans tout ça, puis qu'il y a quelque chose qui finit par se stabiliser au fil des numéros. Là. Mais j'avais déjà la volonté de ne pas... Moi, je cherchais pas à développer une manière, puis après ça, à prendre cette manière-là, puis à la pousser à l'infini. Je voulais... Je m'ennuie rapidement, moi, en fait, c'est ça. Là. Puis mes propres dessins m'ennuient aussi beaucoup. C'est pour ça que j'aurai jamais un tatouage avec un de mes propres dessins, parce que, je veux dire, dans un an plus tard, il va m'énerver. Donc, à l'époque de Tabasco, c'est la première chose qui m'est apparue, c'est que au bout de quelques pages ou un certain temps avec mon univers graphique, il fallait comme mettre ça à la poubelle puis essayer de réinventer un nouvel univers. Donc, on peut dire que Tabasco a quelque part consolidé. Ah oui, en fait, c'est apparu à mon esprit à ce moment-là. Et c'est quelque chose que j'ai jamais abandonné
Dans le sens que j'ai compris rapidement, grâce à Tabasco, que j'avais besoin de renouveler mon approche graphique, narrative, etc., de projet en projet. Et tu vois, c'est pour ça que c'est important que des gens aujourd'hui puissent lire. Non, mais c'est parce que ça donne la perspective. Peut-être. Ouais. Ça donne la perspective. Et, ça serait un gros défi éditorial. tu sais, Philippe, je suis loin d'être indépendant de fortune. Ouais, c'est ça. Si c'était le cas, on aurait une autre discussion. En lisant Super Canon, un de tes albums qui m'est revenu en tête, c'est Rewind. Ouais. C'est deux structures complètement différentes, mais j'ai retrouvé l'aspect haletant. Mm-hmm. Il y a quelque chose dans Super Canon qui fait que, c'est ça, on est accroché. Et je me souviens, moi, quand j'ai lu Rewind, ton album, on peut pas, moi, cet album-là, on peut pas le poser et dire, oh, je vais reprendre la lecture. Non, t'es pris dans l'engrenage. Moi, tu vois, Rewind, c'est un album avec lequel je suis pas nécessairement en paix. Je relis pas mes livres, là. Puis j'ai vraiment, il y a trop de choses à lire pour que je perde du temps à relire mes affaires et à me dire j'aurais donc dû, là. Mais si je suis pas en paix avec ce livre-là, je veux pas dire que je l'aime pas, là, ce serait quand même exagéré, mais il me semble que dans ce livre-là, je parle si peu de... En tout cas, il révèle si peu de choses à propos de moi-même, tu sais. Parce qu'on s'entend que le bonheur de la fiction pour un auteur, c'est de se cacher derrière tour à tour différents personnages pour se révéler. Dans Rewind, je me demande de quoi je parle qui concerne Philippe Girard. Tu sais, vraiment, là... L'autre affaire aussi, c'est que c'est un livre qui a... J'ai l'impression que c'est un livre qui n'a pas vécu, tu sais, qui est sorti et qu'on a oublié tout de suite. Contrairement aux autres livres que j'ai faits chez Glénat Québec, là, qui ont tous eu beaucoup de... En tout cas... La visite des morts. La visite des morts, il me semble que ça... Bon, tu es Velasquez, on en va... Oui. Mais la visite des morts, tu vois, c'est l'antithèse de Rewind. C'est le livre que j'ai fait dans lequel j'ai eu le plus de bonheur. C'est venu tout seul. Le texte est venu tout seul, les dessins sont venus tout seuls, tout est venu tout seul. Là-dedans, ça coulait de source. Rewind, je me suis battu... Je cherchais beaucoup de choses dans Rewind, du point de vue narratif, du point de vue de la représentation graphique, du point de vue du traitement graphique. C'est un livre où j'étais en lutte contre moi-même. C'est peut-être ça qui se révèle finalement dans le livre, mais j'ai pas l'impression d'avoir été si transparent pour les lecteurs et les lectrices. C'est comme si c'est un livre qui parle très très peu de ce qui me préoccupait à ce moment-là. En même temps, Philippe, peut-il y avoir Super Canon sans Rewind? Non, probablement pas, mais c'est là, tu vois que dans un parcours d'auteur, le livre, à un moment donné, il t'échappe. Il te glisse des mains, il sort de la maison comme un enfant qui part en appartement. T'sais. Là, après ça, tu peux avoir des regrets, tu peux te dire j'aurais dû en profiter, etc. Mais à partir du moment qu'il est parti, il est trop tard. Rewind, c'est un livre qui est parti super vite. C'est comme un enfant qui a quitté la maison à 15 ans. T'sais. Puis là, je me dis, merde, je ne l'ai pas connu. Ça me donne le sentiment d'avoir pas développé une relation très profonde avec mon livre. Puis, bon, c'est ça. Là. Je veux dire, c'est comme si finalement, je le comprends pas si bien, ce livre-là. C'est comme un étranger pour moi. Je le connais pas. C'est un drôle de feeling, en fait, pour un auteur, parce que j'ai quand même passé autant de temps dessus que pour les autres là, que je faisais à ce moment-là. Mais j'ai le sentiment d'un livre qui m'a glissé entre les mains très, très vite, puis qui est devenu autonome très, très vite, en fait. Mais en même temps, il y a des apprentissages à tirer de ça. Probablement, oui. Probablement, oui. C'est sûr et certain. Mm-hmm. Mais tu sais, dans le long flux, j'ai envie de dire créatif, là, qui existe dans le parcours d'un auteur, tu peux pas avoir une relation d'amour aussi intense avec tous tes livres, parce que tu vis toutes sortes de choses en cours de route, puis bon, la vie te rattrape, là. John Lennon disait ça, hein, la vie, c'est ce qui t'arrive pendant que tu prévois d'autres choses. Là. Puis, ben, c'est ça. Là, Rewind, c'est un livre qui... Pourtant, je me rappelle que j'accompagnais une autrice ici à Québec dans le cadre d'un programme de parrainage, de mentorat. Puis je lui expliquais quel était le code de la bande dessinée. Puis on parlait beaucoup du langage de la bande dessinée à ce moment-là. Et bon, je pense que jouer avec le langage de la bande dessinée, je l'ai fait dans Rewind. Mais j'ai de la difficulté aujourd'hui, en faisant un pas de recul, à comprendre pourquoi j'ai fait ce livre-là. C'est comme si, du point de vue il reste mystérieux, en tout cas pour moi. C'est comme si si c'était mon enfant, je te dirais, il me semble qu'on n'a pas eu la chance d'aller voir des matchs de baseball ensemble. T'sais.
Puis c'est très particulier comme affaire. Là. Mais dans ton cas, en même temps, c'est pas comme si tu publiais un livre aux 10 ans. Non. Tu es très productif, donc j'imagine que dès l'instant où un album est terminé, on passe au prochain, là. Oui et non. À ce moment-là, oui. Dans ce temps-là, c'était super important pour moi, dès que je finissais un livre, d'en commencer un autre. Aujourd'hui, je fais plus ça. Est-ce que tu te sens encore habité de Leonard Cohen? Ah oui, je pense à lui presque à tous les jours. J'aurais bien aimé en faire un deuxième, parce que là, j'ai parlé du côté sombre de Leonard Cohen, mais j'aurais eu beaucoup envie de parler du côté lumineux de Leonard Cohen. Ah bon? Mais pourtant... Puis, je suis vraiment... c'est comme si Leonard Cohen m'a appris quelque chose à propos de l'amitié, finalement. C'est que lui et moi, on a développé une relation tellement proche que, je veux dire, c'est vraiment devenu mon ami. Dans le sens où il m'a parlé par-dessus l'épaule pendant que je dessinais, puis j'avais l'impression qu'il était assis à côté de moi quand j'ai fait le livre. Puis aujourd'hui, je travaille sur d'autres choses, puis des fois, j'ai comme le sentiment qu'il est encore à côté de moi, puis qu'on bavarde, tu sais. Je le vois comme un gars là, qui a son petit verre de vin puis sa cigarette entre les doigts, la jambe croisée dans son complet, puis bon, sa petite barbiche, là, puis qui bavarde, puis etc. Comme deux amis le font au Café du Coin. T'sais. Il y a beaucoup cette présence-là avec moi. Puis d'une certaine façon, c'est une présence rassurante parce que Leonard Cohen, c'est un gars qui il disait tout le temps « Je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir, je suis prêt à mourir ». Puis la fin d'un livre, c'est la mort aussi du livre. C'est la mort de la relation entre l'auteur et le livre. Il m'a rassuré par rapport à ce processus-là. C'est comme s'il me disait « T'en fais pas, Philippe, tu vas renaître ». Puis c'est vraiment une grande chance, ça, parce que tu vois, entre Super Canon et le prochain projet, là, je suis actuellement dans une phase où je dois réfléchir. Je suis obligé de renaître en ce moment-là. Ça pourrait être un processus très insécurisant, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement perturbant parce que je suis fragile du fait que je suis pas actuellement assis devant ma table à dessin à produire des planches. Puis à chaque fois que je fais un livre, je me dis que ça pourrait être le dernier aussi. Mais Leonard Cohen m'a appris à pas avoir peur de ça. Puis à pas craindre la période très insécurisante qui existe entre deux projets. Dans le fond, c'est la période où tu réfléchis et où tu choisis le meilleur poème. Tu mets plein de poèmes dans les poubelles jusqu'à ce que tu arrives à en avoir un super bon. Puis ça, ben, tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. T'sais. C'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. La seule chose que tu peux faire, c'est d'écrire des poèmes à tous les jours. T'écris des poèmes, t'écris des poèmes, t'écris des poèmes, puis à un moment donné, whoop, il y en a un bon qui arrive. T'sais. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. T'sais. Là, je gère mieux l'insécurité puis l'instabilité émotionnelle qui vient avec ça. Et lui, il m'a appris ça. Est-ce que c'est pas justement inconsciemment le rapport que Boulle a avec Jules Verne dans ton album? Je sais pas parce que, tu sais, Gérald Boulle, là, c'est quelqu'un qui a aussi bien réussi que Leonard Cohen dans son domaine. Ouais. La différence, c'est que Leonard Cohen, on est fiers de lui. Gérald Boulle, il nous fait honte parce qu'il a créé des armes qui ont tué du monde. Mais c'est pas ça qu'il voulait, lui. C'est comme si le contexte, finalement, a joué contre lui. Mais à quelque part, c'est deux réussites d'égale grandeur. Donc, moi, quand je pense à Gérald Boulle, d'ailleurs, Gérald Boulle aimait la poésie. Je le vois comme un poète balisticier. Tu vois, c'est pas si... En fait, je les trouve pas si différents. C'est juste notre regard sur les deux personnages qui est différent. Parce qu'évidemment que des armes, ça tue. C'est dur d'être fier des armes. Là. Je veux dire, c'est vraiment dur. Là. Mais du point de vue du génie, de la création, de l'accomplissement, de la réussite personnelle, je veux dire, on est vis-à-vis deux personnes d'égale grandeur. Il y a un désir de réhabilitation. Je pense que Gérald Boulle est déjà réhabilité. Il n'y avait pas besoin de moi pour ça. Moi, la seule chose que je pouvais apporter de neuf à l'édifice, c'était de parler du rêve, de son rêve. Et c'est ça qui m'intéressait, moi, là-dedans. C'est un gars qui était mu par le rêve. Puis c'est ça qui l'a drivé toute sa vie. Puis il me semblait que ça, fallait le rappeler quand même. Parce que pour avoir traversé toutes les épreuves qu'il a traversées, puis avoir continué, là, écoute, c'était pas juste l'amour de
des canons, ou je sais pas moi, le désir d'être riche, ou je sais pas quoi, là. Ça dure un certain temps. Ce qui fait qu'il continue à un moment donné, c'est qu'il était fermement convaincu de la pertinence de son rêve. Puis à une époque où finalement on se donne si peu le droit de rêver, je pense que ça fait du bien de rappeler aux gens que le rêve, c'est l'énergie la plus puissante. En tout cas, une des énergies les plus puissantes pour atteindre ses objectifs. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est ce que je voulais dire, moi, à propos de ce personnage-là. Parce que ça pose au final la question, cet album-là aussi. Peut-on traverser l'existence sans être porté par un rêve? Ben, sans doute, il y a des gens qui peuvent, mais je les plains. Je veux dire, c'est triste quand même. Puis, on n'a pas à juger de la valeur du rêve de l'un ou de l'autre. Ben chacun a droit à ses rêves. Chacune a droit à ses rêves. Et si c'est important pour eux, ben parfait. Là. Mais d'imaginer une existence sans rêve, pour moi, c'est comme tout un châtiment quand même. C'est une grosse punition. Et dans le cas de Gérald Bull, son rêve était immense. Là. Il y avait un rêve démesuré et il y a cru jusqu'à la fin. Et en dépit des manipulations dont il a été l'objet, il a décidé que son rêve ne serait pas sacrifié sur l'autel du succès. Ou de l'insuccès d'ailleurs. Et c'est ça. Moi, c'est ce que je voulais dire à propos de lui. Et c'est ce qui fait que ce récit-là a une telle densité, alors qu'il aurait pu être superficiel. Et c'est pour ça qu'au final, on se reconnaît dans cet homme-là. Écoute, j'espère. C'est vrai qu'à quelque part, on est tous confrontés à des difficultés à un moment donné, puis on doit se demander jusqu'à quel point on est prêt à continuer à se battre pour nos rêves. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il y a on peut arriver à un point dans la vie aussi où on décide qu'on s'est assez battu, puis qu'on change de rêve. Qu'on va se battre pour autre chose. Ça se peut aussi, ça, là. Mais au bout du compte, ça vaut la peine de se battre pour ses rêves, pas pour ceux des autres. Même si on change de rêve en cours de route. Et ça aussi, c'est un enseignement important. En tout cas, moi, ça, c'est l'enseignement de Gérald Bull. C'est celui que moi, j'en ai tiré, en tout cas. C'est un excellent album, Philippe. Merci. C'est un tour de force que tu as réussi là, avec un personnage comme Gérald Bull. Et il fallait cette maturité, cette expérience, cette humilité aussi d'auteur et d'humain pour arriver à faire en sorte qu'il est notre vis-à-vis, ce personnage-là. Et bravo. Merci. Et longue vie à cet album-là, qui est magnifique à tout point de vue. Merci beaucoup. Et on te souhaite donc, pour la suite des choses, bon vent. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette seconde invitation au balado. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci, Philippe. Pour suivre Philippe Girard, rendez-vous au philippegirard.blogspot.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com/podcast au pluriel /entre deux cases. À bientôt.